nous sommes de retour aux Assises de l'attractivité pour débattre cette fois de la place pour l'industrie dans une métropole mondiale comme l'Île-de-France. L'ossement d'une société d'économie mixte Île-de-France Investissement et Territoire, appel à projet Relance Industrie, aide, subventions. La région Île-de-France multiplie les dispositifs de soutien ainsi que les clins d'œil aux industriels français et étrangers. Dernière en date, 26 sites clés en main mis à disposition où les industriels ont la possibilité d'avoir un site opérationnel en moins de 2 ans. Pour en débattre ce matin, nous sommes avec David Kousker, créateur et gérant de Cryndéo. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Yves Moreau, directeur du pôle des affaires juridiques territoriales chez Sanofi Aventis Group. Bonjour. Bonjour. Et Catherine Rivoalan, présidente du conseil d'administration Aropa Port de Paris. Bonjour. Bonjour. David Kousker, en ce lendemain de déconfinement, puisqu'on est le 16 décembre et que nous sommes officiellement déconfinés depuis hier, jusqu'à quand? C'est une autre question. Comment se porte l'industrie en Île-de-France? Alors, l'industrie en Île-de-France, on peut la situer rapidement en 4 chiffres. Dans les données qu'on produit, nous, depuis 2009 sur l'emploi et l'investissement en France, l'Île-de-France, c'est 21% des créations d'emplois en général. C'est 32% de création d'emplois dans la R&D. Donc 32% des créations d'emplois en R&D en France sont en Île-de-France. C'est 43% des startups qu'on a identifiées sur le territoire français, mais c'est seulement 5% des créations d'emplois industriels. Et si on prend une typologie d'investissement par type d'activité, recherche-développement, logistique, production industrielle, numérique, service, l'industrie est le seul type d'activité sur lequel l'Île-de-France n'est pas première. Elle est, sur la première période 2009-2015, elle est 12e. Et là, ça s'améliore un petit peu, elle passe en 7e position. Donc elle bénéficie aussi de la reprise industrielle. Mais c'est la région capitale, assurément, c'est une grande métropole. Mais elle n'a pas sa place en termes de production industrielle. En tout cas, elle n'est pas au premier rang, et de loin. Alors, et comment inverser la tendance? Alors, il y a des signes positifs. Il y a par exemple, on a vu dans le passé des restructurations de sites industriels qui quittaient l'Île-de-France pour aller grossir éventuellement en province, donc des groupes qui fermaient l'Île-de-France pour ouvrir ailleurs. Là, on a récemment des restructurations chez Dassault et chez Essilor, des restructurations de sites qui se font en Île-de-France. Donc il y a plusieurs centaines d'emplois qui sont recréés en Île-de-France à proximité d'un site précédent. Donc il y a des signes positifs. Il y a aussi, avec la vague de relocalisation, beaucoup de start-up technologiques. Par exemple, Deep Sky à Nanterre, qui fait des écrans micro LCD. Ils vont faire 50 emplois pour relocaliser de la fabrication qui était auparavant faite à Hong Kong. Donc c'est une start-up française qui avait été créée à Hong Kong. Donc ils vont relocaliser progressivement et produire en Île-de-France. La question et l'enjeu, je pense, pour l'Île-de-France, c'est toutes ces start-up technologiques, toutes ces inventions, toutes ces projets qui ont vocation à passer à une phase industrielle de masse, quand ils vont devoir se localiser, est-ce qu'ils vont arriver à se localiser en Île-de-France? Je pense que ça, c'est un peu l'enjeu pour l'Île-de-France, d'arriver à ancrer des projets industriels de grande taille. Et pourquoi? Parce que je crois aussi que derrière un projet industriel de grande taille, une usine cathédrale à plusieurs centaines d'emplois, comme on n'en voyait plus trop d'ailleurs, mais ça commence à revenir dans les batteries pour véhicules électriques par exemple, ou dans d'autres secteurs. Ce type de grand projet sert à ancrer aussi tout un tissu de PME et de start-up technologiques qui vont pouvoir être fournisseurs. Donc il y a un vrai enjeu, à mon avis, pour l'Île-de-France, à reprendre dans la production industrielle la place qu'elle devrait avoir. Très bien. Et alors, justement, je me tourne vers vous, Jean-Yves Moreau, représentant ici d'un grand groupe et non pas d'une jeune pousse. Et quand je vois les entreprises qui réussissent, j'entends les clusters, les fameux tissus d'entreprises, les grappes d'entreprises en lien avec les territoires, les acteurs académiques. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi la philosophie de votre approche, c'est de travailler avec tous les acteurs locaux, économiques, politiques, académiques. Exactement. Exactement. Donc merci déjà de donner la possibilité à Sanofi de témoigner comment il s'engage dans l'attractivité des territoires par une présence industrielle, en effet. Déjà en Île-de-France, alors ce qui vient d'être dit en effet sur les filières, certaines filières,
en Île-de-France, Sanofi est très présent. On est présent dans 10 des 13 régions en France, avec 25 000 collaborateurs. L'Île-de-France est notre première implantation régionale, et on y fait tous les métiers du médicament. On fait de la recherche de médicaments, de la production, de la logistique. Et ça, c'est important d'avoir toute la chaîne de valeur sur l'Île-de-France. On a 8 sites, on a 10 000 collaborateurs. Et donc la recherche, c'est à Chilly, c'est plusieurs sites, c'est ça qui est intéressant. C'est un maillage sur le territoire. Donc la recherche est à Chilly, à Vitry. La production industrielle, et c'est important de dire que c'est une présence industrielle avec de la production chimique, de la production de bioproduction. On y reviendra tout à l'heure sur notre site de Vitry. C'est aussi un autre métier en production industrielle à Maison-Alfort, où on fait là la finition, ce qu'on appelle la formulation pharmaceutique. On met en seringue pré-remplie, on fait des comprimés. Donc vous voyez, dans le débat où on n'a plus d'usine en France dans le médicament, voilà, Sanofi a vraiment sur l'Île-de-France toute la chaîne du médicament, jusqu'à la distribution. On a notre plateforme d'exportation qui est à Croissy-Beaubourg. Donc au-delà des fonctions sièges, des fonctions corporate, des fonctions support, voilà, on a bien une présence industrielle. L'usine, de toute façon, c'est pas unique. C'est fini maintenant, de plus en plus fini, l'usine avec le panache de fumée qui sort d'une cheminée. C'est aussi aujourd'hui quelque chose qui s'insère mieux aussi dans l'environnement urbain. Et, voilà. Évidemment, il y a eu des efforts par cet échange-là, par cette interactivité avec les différents acteurs en présence qui nous permettent en effet, nous aussi, d'évoluer et d'accompagner nos propres mutations parce qu'on est des secteurs en mutation. Alors, comment on interagit? C'est vraiment la volonté de Sanofi d'interagir quand on est présent, je vous disais, dans 10 des 13 régions, d'interagir avec tout le monde. Alors, c'est des partenariats, déjà, ils sont nombreux. Et en Île-de-France, on a un écosystème d'établissements reconnus mondialement en santé. C'est Curie, c'est Imagine, c'est Gustave Roussy, je vais en oublier plein. Donc là, c'est propre à la santé, mais il y a aussi des partenariats plus technologiques. On va faire des partenariats sur l'implication du digital dans nos métiers, avec le plateau de Saclay, ou alors la microfluidique. Là, vous voyez, on est vraiment sur des thématiques avec l'IPGG, avec le PGG pour nos téléspectateurs. C'est l'Institut de Paris qui travaille particulièrement sur ces microfluidiques, la microfluidique. Donc, on est sur l'extrêmement petit pour pouvoir définir des flux des agents, et notamment en application de santé. Donc, il y a d'autres applications que la santé, mais la microfluidique, l'Île-de-France est reconnue mondialement dans le monde pour ça. Et on a un institut, Pierre-Gilles de Gênes, à Paris. Catherine Rivoilan, vous êtes donc présidente du conseil d'administration Aropa Port de Paris, qui est aujourd'hui un groupement d'intérêt économique entre les ports de Paris, Rouen, Le Havre et futur établissement public. Justement, on l'oublie souvent, mais l'Île-de-France, c'est 70 ports, 7 plateformes. Et vous, ce que vous proposez, c'est du foncier, c'est quand même important aussi pour s'implanter, de l'interopérabilité, en clair que tous les modes de transport communiquent. Si sans transport efficace, il n'y a pas d'attractivité, il n'y a pas de gens, il n'y a personne qui vient, pour résumer grossièrement. Et de la transition écologique, parce que les ports, ce n'est pas uniquement des bateaux au diesel ou au fioul. Donc justement, c'est un peu le tiercé gagnant, vous, pour de l'industrie de demain? Oui, alors merci également de nous accueillir. Aujourd'hui, Port de Paris, vous le précisez, souvent on s'interroge quand on entend dire 70 ports pour Port de Paris. Eh bien oui, effectivement, c'est 70 ports et 7 plateformes multimodales, mais c'est aussi 15 600 emplois liés aux activités portuaires. Et donc, lorsqu'on parle d'attractivité au niveau des ports, souvent on a une vision... je dirais, défaite des ports, une vision industrielle qui n'est pas franchement chouette. Quand on se souvient des dernières incidents sur les ports, et notamment à Rouen, mais aussi à Beyrouth, on a souvent une certaine défiance par rapport à l'activité portuaire. Mais malgré tout, un des grands enjeux d'attractivité d'un port demain, c'est son niveau d'acceptabilité au niveau du public, au niveau des citoyens. Et donc, cette attractivité, cette acceptabilité, elle doit aussi se faire de façon tout à fait cohérente, en proposant des services non seulement de bout en bout, mais aussi en travaillant de façon beaucoup plus précise sur tout ce qui tourne autour de la transition écologique, de la transition énergétique, puisque on ne va plus construire de ports, on ne va plus développer les activités portuaires sans intégrer cette notion à la fois de transition énergétique et écologique. Et donc, il faut aussi qu'on soit je parlais tout à l'heure de l'innovation. Voilà. Je parlais tout à l'heure de panache de fumée des usines. Aussi, c'est plus acceptable aujourd'hui d'avoir des énormes bateaux qui envoient des panaches de fumée ou qui recrachent
des tonnes de carburant dans l'eau. Vous avez raison, quand on parle de bateaux sur les ports, mais on parle aussi d'entrepôts. Vous le précisiez par rapport aux fumées qui sortent des usines, mais nous, l'enjeu de demain, au niveau de Port de Paris, mais aussi au niveau de Haropa, des 3 ports réunis sur l'axe Seine, c'est de travailler sur cette transition et de mettre en avant la rénovation des bâtiments et intégrer les nouvelles formes de transition écologique sur les bâtiments, parce que plus personne demain ne viendra sur la région parisienne ou même sur l'axe ou sur les ports en général si on ne sait pas offrir quelque chose de différenciant et des conditions d'accueil qui soient attractives et qui donnent du sens et de la valeur. Alors justement, vous avez rappelé tout à l'heure, David Kouskar, que l'industrie, c'était 5% de l'emploi en Île-de-France. L'Île-de-France n'est pas pour autant une île et irradie plusieurs régions. Comment aussi on peut redonner la place qu'elle mérite à l'industrie en Île-de-France? Alors, il y a une problématique générale en France, en fait, des usines et du moindre développement industriel, mais il y a aussi des effets de mode. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, c'était la mode de l'entreprise sans usine. Et c'était vu comme le dernier chic. Donc aujourd'hui, on se rend compte que ça pose des problèmes, et notamment des problèmes de chaîne d'approvisionnement. On l'a vu de façon criante sur le point sanitaire. Donc il y a un enjeu de relocalisation. Et du coup, on fait attention à tous les éléments qui peuvent freiner l'ouverture de nouvelles usines. Nous, on a rendu un rapport pour la Banque des Territoires en mai dernier, et en introduction, on constate quand même que la part de l'industrie dans le PIB français, elle est en baisse continue depuis une 50aine d'années. Donc il n'y a pas un seul facteur, il n'y a pas une seule cause, c'est un ensemble. Alors je vais vous poser une question politique, entre guillemets. On n'a pas eu de ministre de l'Industrie pendant 10 ans, depuis Christian Estrosi sous Nicolas Sarkozy, à Agnès Pannier-Runacher, qui est officiellement chargée de l'industrie depuis quelques mois. Ouais. Est-ce que ce portage politique est pour quelque chose aussi? Je pense que c'est une très bonne chose. En fait, c'est un effet de retournement. C'est-à-dire que cette mode intellectuelle de l'entreprise sans usine, plus personne n'y croit. Donc maintenant, tout le monde a conscience qu'il y a un impératif industriel. Maintenant, il faut faire le point sur l'ensemble des facteurs qui ont conduit à cette situation. Et parmi ceux-là, il y a un manque de robotisation, par exemple, dans l'industrie française, alors qui est en train d'être rattrapé, mais qui a longtemps été criant par rapport à nos concurrents. Il y a aussi la question du foncier, c'est-à-dire que... Des terrains disponibles. Voilà, aujourd'hui, si on veut un site... Parce que le foncier est un gros mot encore. Oui, mais si on regarde les statistiques, il y a moins de surface utilisée pour les sites industriels que pour les espaces de loisirs, par exemple. Tout à fait. On met beaucoup de contraintes sur le foncier aujourd'hui, des obligations de fouilles archéologiques et autres. Et de zéro artificialisation nette aussi, voilà, qui est un enjeu qui monte. Pas forcément aux entreprises de porter le poids de ces obligations qui sont un atout public. Donc c'est aux collectivités aussi, du coup, de préaménager des zones qui vont permettre aux industriels, à la fois en respectant et en permettant l'acceptabilité de leur site, mais de ne pas porter à eux seuls le poids de ces contraintes qui sont nécessaires. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu dans l'installation de grands sites. Quand un industriel comme Tesla, par exemple, cherchait un site de 250 hectares d'un seul tenant rapidement disponible, la France a eu du mal à faire des offres. La France s'est positionnée et finalement, Tesla est parti ailleurs. Bon, il y a peut-être d'autres raisons, c'est pas la seule. Mais avoir du foncier de grande surface ou de taille moyenne prééquipé, comme le fait par exemple le programme Territoire d'Industrie en ce moment, tout à fait, oui. C'est particulièrement important. Alors, Jean-Yves Moreau, on a évoqué aussi la question du foncier, on a parlé de la question de l'acceptabilité. Je le rappelais en introduction, Choose Paris Région a mis en place des sites clés en main, purgés de tout recours, des opérations d'intérêt national justement, comme l'a dit Valérie Pécresse, à qui j'ai posé la question, pour éviter un Europa City bis, en clair un grand projet qui devait être structurant pour un territoire et qui a été abandonné en rase campagne par le gouvernement. Alors comment vous justement vous travaillez sur ces sujets d'acceptabilité? Parce que j'imagine que certes ça va créer des emplois, mais c'est toujours aussi, on se dit, qu'est-ce qui vient créer une usine sur du foncier Vous avez sur mon raison. territoire?
Et je pense que c'est le sujet des assises, de l'attractivité. Comment on fait rester les gens qui sont présents et puis faire venir d'autres. C'est le travailler ensemble. L'attractivité. Exactement, c'est le travailler ensemble. Je parlais d'interaction avec les différents acteurs publics, privés, et ça, c'est une vraie visibilité et lisibilité à l'international des politiques qui sont conduites. Il faut reconnaître que travailler avec les acteurs, les accompagner dans leur mutation, parce qu'on a des secteurs qui sont en réelle mutation. Vous parliez de la crise Covid, ça a en effet mis en lumière l'importance d'avoir en France et en Europe une industrie de santé, une industrie du médicament. Donc Sanofi a ces outils en France et en Europe pour pouvoir accompagner la souveraineté sanitaire. Qu'est-ce qui rend attractif? C'est en effet l'alignement, la cohérence des politiques, et aux différents niveaux. Au niveau local, régionaux, nationaux, voire européens. Et je pourrais prendre l'exemple de la bioproduction. La France, typiquement, a un rôle majeur à jouer dans la bioproduction. La bioproduction, c'est vraiment la capacité à découvrir de nouvelles molécules biologiques et puis d'avoir les capacités de la produire. Parce que ce n'est pas tout de rechercher, il faut aussi le produire. Comme on ne va pas citer De Gaulle qui disait des chercheurs qui cherchent, on en a des chercheurs qui trouvent. Alors on a un formidable écosystème, comme je vous le disais, en Ile-de-France. On a l'outil de production, de bioproduction. Et là, quand je vous parlais d'alignement, typiquement, l'alignement sur la bioproduction et entre le local et le national est cohérente parce qu'on échange, parce qu'on travaille ensemble. A été présenté lundi, dans le cadre du contrat stratégique de filière des industries de santé, une feuille de route précise de la bioproduction et de la place de la France, avec la création de France Bioproduction, une alliance qui permet de travailler ensemble. La région a travaillé sur un programme 2021-2022 qui s'appelle Smart Santé. Et là, c'est le pôle de compétitivité qui a conduit cela. En santé, c'est le pôle Médicène. C'est très important, les pôles. Vous y trouvez tous les acteurs. Encore une fois, c'est des interactions, une dynamique, une plateforme d'échange importante, avec l'appui d'Alexandra Dublanche, qui est la vice-présidente de la région, je crois, qui fait la conclusion, qui fait la conclusion de cet événement, de ces assises. Donc, dans ce programme Smart Santé de la région qui a été présenté il y a quelques semaines, la bioproduction est aussi inscrite parce que l'Île-de-France, au-delà de la santé, a des vrais atouts. Voilà. Et la région accompagne le financement d'un campus parce qu'on a besoin aussi de compétences pour ces métiers d'avenir. Et donc, finance un campus totalement digitalisé pour former les ingénieurs, les opérateurs de demain en bioproduction. Ça s'appelle le campus biotech digital. Et là, vous voyez, on parle aussi de compétences et c'est l'attractivité, de travailler ensemble, d'accompagner les mutations industrielles avec une cohérence des politiques, qu'elles soient nationales et régionales. Là, on donne envie de travailler en Ile-de-France. Merci, vous m'avez aidé à trouver la transition pour Catherine Rivoalan, parce que justement, vous avez été un peu précurseur avec ce GIE à repas. Jacques Attali, le célèbre économiste, disait un jour il faut mettre la capitale dans un port. Édouard Philippe, maire du Havre, a été Premier ministre. Bon, maintenant, c'est le maire de Prades, Pyrénées-Orientales, qui est Premier ministre. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, pour faire aussi un jeu de mots sur la bioproduction, il faut aussi décarboner la chaîne logistique, qui est très lourde, de l'entrepôt au client final. Est-ce que vous parliez beaucoup de la transition écologique, est-ce que cette transition écologique de l'industrie qui est en marche, qui est en mouvement, parce qu'en marche c'est trop connecté, trop en mouvement, est-ce que c'est aussi un levier d'attractivité justement pour mettre les ports français, franciliens, dans le concert des ports européens? C'est typiquement un levier d'attractivité et l'ensemble des écosystèmes nous le demandent. Donc on n'a pas attendu non plus que les écosystèmes viennent vers nous pour commencer à travailler sur le sujet. Et mon collègue en parlait à juste titre, c'est que il y a un vrai travail en commun à avoir entre le privé et le public pour travailler de pair et apporter des réponses et des solutions qui vont bien. Le bio-GNV, vous en parliez, c'est quelque chose effectivement que l'on a travaillé depuis un certain temps et on a installé une station bio-GNV sur un de nos ports, celui de Gennevilliers. On travaille également sur l'hydrogène. Pourquoi ? L'hydrogène, 7 milliards du plan de relance. Mais complètement. Mais il faut qu'il soit vert. Mais bien sûr. Mais pourquoi faut-il travailler sur l'hydrogène ? Tout le monde a en vision les JO 2024, par exemple. Oui. Et donc, on ne peut pas se dire demain que nous allons pouvoir organiser des JO 2024 avec des épreuves de natation, de nage en eau libre dans la Seine, en considérant qu'on ne va pas commencer à travailler ou même déjà avoir amorcé avec la communauté portuaire de Paris des réflexions sur les motorisations de ces navires. Vous en parliez tout à l'heure. Donc, on voit tous passer des navires, des barges, des péniches, on peut les appeler tous comme on veut, mais néanmoins, il y a un vrai travail à faire sur
la modification des motorisations. Et cette modification, elle a aussi un objectif, non seulement de devenir attractive, mais de travailler sur la pérennité du dispositif. Tout ce que l'on fait au niveau de Port de Paris, c'est aussi pour le rendre pérenne et pour faire profiter à tout à chacun, donc les citoyens parisiens, de pouvoir utiliser aussi les eaux de baignade, puisque quand on parle de motorisation propre, généralement, on a tous envie d'aller se baigner dans la Seine derrière. Et donc, il y a aussi un gros travail qui est fait sur l'assainissement des eaux. Et bon, c'est un sujet complet. Oui. Tout à fait complet. Et avoir une complet. adjointe chargée de la Seine, Ville de Paris, qui est chargée aussi de la prospective, je pense, Célia Bloel, oui, en l'occurrence. C'est utile C'est complètement utile. Et Célia Bloel fait partie du conseil d'administration d'Aropa Port de Paris. Donc, elle vient avec cette ambition de vouloir transformer un dispositif plus vert, plus respectueux de son environnement, plus vertueux, plus attractif. Et elle fait partie de ce conseil d'administration. Et quand elle prend la parole au niveau du conseil, je peux vous assurer que nous l'écoutons tous avec un grand intérêt parce qu'elle porte aussi la voix de l'avenir et puis la retranscription de ce que les riverains ressentent au niveau de la ville. Parce que j'en parlais tout à l'heure, au niveau de l'acceptabilité, un port a tout à faire et à continuer de travailler sur ce domaine. David Kousker, j'ai rappelé tout à l'heure les dispositifs mis en place par la région, on vient de parler de la ville de Paris. Est-ce que justement les collectivités sont assez fer de lance aussi pour mettre l'industrie à la place qu'elle mérite? Ouais, effectivement, il y a des coopérations à mettre en place. Une des plus grandes zones industrielles du monde, peut-être même la première en surface, a accueilli l'usine Tesla Panasonic en Californie, enfin à côté de la Californie. Et c'est un partenariat public-privé entre une collectivité territoriale et un aménageur. Donc il y a un gros travail à faire et les collectivités ont un atout pour le faire, c'est que normalement elles peuvent agir dans la durée. Et il y a besoin pour la préparation du foncier, pour l'accueil d'investissements industriels, de penser des stratégies à 5, 10, 15 ans en fonction de l'évolution des technologies. On voit bien que sur l'hydrogène par exemple, où on est en train de se positionner, c'est des programmes qui engagent tout un complexe parce qu'il y a à la fois les véhicules, il y a à la fois la production de l'énergie elle-même, il y a les accumulateurs, donc c'est tout un écosystème qui se met en place, ça se pense dans la durée et forcément les acteurs publics ont leur place. Alors justement, quand vous dites que vous y pensez, je reprenais Catherine Rivolant sur l'hydrogène gris, l'hydrogène vert. Comment le soutien aujourd'hui du gouvernement, avec les 7 milliards, c'est pour l'hydrogène vert, mais il faut qu'il soit produit par des énergies renouvelables pour casser ensuite la molécule. Et comment vous assurez aussi que cet hydrogène sera vert et non pas un hydrogène gris qui... Alors je crois que la Commission européenne vient de reconnaître l'électricité nucléaire comme étant verte. On appelait ça l'hydrogène jaune avant, mais voilà. On peut appeler ça aussi l'hydrogène bas carbone. Le jaune est en train de devenir Parce que vert. le nucléaire, comme on sait, est très peu émetteur de gaz à effet de serre. Exactement. C'est toujours bien de le rappeler. Donc ça, c'est un atout effectivement important pour assurer le développement de ce secteur. On a sorti il n'y a pas très longtemps une analyse sur l'investissement industriel mondial et on a fait 2 focus sur la 5G et sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène, l'Europe a une bonne position en part des montants investis dans l'activité hydrogène, alors que sur la 5G, on a un retard extrêmement fort. Donc quand on a des atouts, il faut savoir les jouer jusqu'au bout. Alors, je vais poser la question sur la 5G à Jean-Yves Moreau. Limite de mes compétences. Non, mais voilà. C'est pas intégré dans les vaccins, il paraît. Non, parce qu'après, on va réveiller des complotistes. C'est pas le but de cet événement. Donc, justement, la 5G, pour vous, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience chez Sanofi ou pas? Le digital fait partie des axes d'évolution de l'industrie de santé. C'est-à-dire qu'en amont, dans la recherche, tout ce qui va être donné est extrêmement important. Dans le maillage de la production industrielle, c'est extrêmement important dans le suivi de la production de l'eau, la traçabilité évidemment, et puis tout ce que on met dans le suivi de la production, éventuellement les aléas pour éventuellement les ajuster. Et puis le patient aujourd'hui est beaucoup entouré de dispositifs médicaux qui lui permettent de gérer la prise de ses médicaments, le suivi notamment le diabétique. Voilà. Donc le digital, en effet, dans l'industrie de santé, est un volet important. Donc en effet, avoir accès à des connexions plus facilitées, ça permet en effet de développer notamment les médicaments de demain. Alors, Catherine Rivolant,
L'usine est déjà numérisée, elle le sera encore plus. L'industrie, pardon, j'ai dit l'usine. L'industrie est déjà numérisée, elle le sera encore plus demain. Comment vous prenez ce virage justement de la révolution numérique, notamment, je ne sais pas, sur la chaîne logistique qui est fragmentée, éclatée, et on est incapable d'ailleurs de quantifier les quantités de marchandises qui transitent. Est-ce que ça peut être un outil justement pour améliorer aussi tout ça? Vous avez raison, c'est un enjeu majeur, le numérique, le digital, parce que proposer aux acteurs économiques une réelle traçabilité de leurs flux de bout en bout, c'est juste le point de passage obligé pour être attractif encore plus demain, parce qu'il n'y a pas de bon logisticien qui ne puisse pas se développer sans avoir une traçabilité complète de ses flux. Alors il y a non seulement cette traçabilité des flux, mais il y a aussi la question de la sécurité. Parce qu'on transporte des marchandises de toute nature. Et donc, vous comprenez bien que derrière cet enjeu du numérique, il y a aussi la question de la sécurité des flux. Parce qu'on ne fait pas voyager n'importe quelle marchandise de façon... n'importe comment, en fait. Il faut avoir vraiment une précision sur la donnée. On a signé l'année dernière, à ce titre, et c'est le port du Havre qui l'a fait, un partenariat portant sur la 5G. Et on a également un partenariat avec des sociétés qui développent, et localement au Havre, sur ce qu'on appelle les Port Community Systems, hein, c'est-à-dire qui nous apportent de l'information et de la fiabilité de la data sur l'ensemble des flux et de bout en bout sur la chaîne. David Kouska, on parlera tout à l'heure des talents, mais j'anticipe un peu cette prochaine table ronde parce que l'usine est un peu sortie de cette image d'Épinal, on l'a dit, elle est de plus en plus numérique, avec de la robotisation, même si vous l'avez dit tout à l'heure, on est un peu en retard là-dessus, on n'est pas... Voilà. Mais est-ce que ça peut être aussi un levier d'attractivité pour faire venir les talents dans l'industrie? Bien sûr, les questions d'image sont importantes. On l'a vu, dans les 3 dernières années avant la crise du Covid, il y avait une reprise dans l'industrie qui avait même recommencé à créer des emplois et en nombre. Et ce dont on se rend compte, c'est dès qu'on est dans cette situation, on a des difficultés de recrutement qui apparaissent très très vite dans des tas de secteurs industriels. On ne trouve pas telle et telle formation. Parce que l'industrie a eu une tellement mauvaise image pendant un moment, on s'était habitué à l'idée que c'était has-been, les jeunes ne se formaient plus. Donc aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a eu une opération comme l'usine extraordinaire, par exemple, au Grand Palais l'an dernier, où il y a beaucoup de classes qui sont venues défiler devant des machines avec des contrôles laser, du numérique, etc. Et les gens ont pu voir qu'effectivement, l'usine, ça peut être un univers fascinant. Donc ça, c'est en train de changer, mais ça prend du temps, effectivement. Quand on voit, par exemple, les derniers résultats sur les tests mathématiques, c'est un peu inquiétant. Donc on a besoin aussi de maintenir une culture scientifique et technologique. Il nous reste 2 minutes, donc je vais vous demander à vous, Jean-Yves, et vous, à Catherine, en 1 minute, de me donner une idée, ce sera le mot de la fin, justement pour refaire de l'industrie un fort enjeu des prochaines années. Je crois qu'il faut continuer à travailler ensemble, acteurs privés, acteurs publics, co-développer, co-construire des programmes avec une cohérence entre les régions, le national, l'Europe. Je pense que c'est fondamental. Et la partie compétences dont je parlais aussi, et voilà, redonner envie de venir travailler dans l'industrie. Ça passe par des formations, oui, aussi. Par les formations, par l'envie, par l'ouverture des formations à des profils très, très variés. À l'alternance, Sanofi est extrêmement mobilisé sur l'alternance pour accompagner les jeunes dans leur parcours professionnalisé. Donc voilà, ça c'est vraiment travailler ensemble, s'ouvrir. Ça donne envie aux gens de venir travailler sur un territoire aussi dynamique. Catherine Rivoilan. Pour Port de Paris et Aropa, c'est faire en sorte d'attirer les jeunes, parce que la logistique a juste une difficulté pour attirer des jeunes talents. Donc il faut vraiment qu'on arrive à donner envie aux gens, à leur donner confiance également sur ces métiers qui sont des métiers d'avenir, parce qu'on a forcément une mauvaise image de ce qu'est une activité portuaire, alors qu'en fait elle est génératrice et par le biais de sa présence sur les différentes filières portuaires au sein des ports. Donc c'est confiance, audace. Audace pourquoi? Parce que les ports disposent tous de foncier. Et donc il faut aussi prendre conscience que lorsqu'on a envie de développer une activité, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les ports qui seront là pour vous accueillir et puis proposer des solutions clés en main.
Et enfin, tous ces sujets numériques, transition écologique, on sait que ça va prendre du temps, mais il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui a besoin de fonctionner encore mieux demain, c'est le recours au transport fluvial. Et donc n'hésitons pas, lorsqu'on veut créer une entreprise et on veut créer... positionner un entrepôt, créer une entreprise sur la vallée de Seine, le transport fluvial est là aussi pour pouvoir se différencier, se positionner, proposer une logistique décarbonée. Et donc ayons confiance aussi dans le recours à la voie d'eau qui est performante, qui est écologique et économique et qui a besoin encore de se développer parce que là aussi il faut qu'on accompagne les compétences sur le transport fluvial parce que c'est une profession qui a eu tendance à un moment donné à tomber un petit peu. Et là avec le recours à la voie d'eau, on sent bien que des nouveaux métiers émergent sur le transport fluvial. Donc audace, confiance, compétences, et puis il faut avoir cette forme de dynamique collective, vous le précisiez, vous l'avez précisé, il faut se faire confiance, il faut s'écouter et construire ensemble. La dynamique collective, c'est important, et justement la prochaine table ronde portera sur ce sujet. Nous allons bientôt débattre de Inventer ensemble le futur de nos industries. Merci. Merci.